Mais tu vois, on parlait là, quand je parle du raid, etc. Tu vois, je le montre là, par exemple, que des choses que j'en ai pas vu. Par exemple, tu vois, on peut parler. Ça, c'est moi qui est au raid. Ah, Tu ok, vois, ouais. donc, Ouais. je sais donc de quoi je parle. Quand les gens, tu vas voir ces photos pour la première fois. Ça, c'est un de mes meilleurs amis qui est au raid et il est avec mon fils. Tu vois, son visage, il est Ah, ok. flouté. Ouais. Donc, et quand Ouais. tu parlais d'eux, regarde avec mon fils, qu'est-ce qu'ils ont derrière au raid? Donc là, on est au raid, ils ont le ring. Ouais. Ils ont ring, ouais, bien Tu sûr, bien vois? sûr. Donc, Ben oui. et moi, quand je vais les visiter, oui, effectivement, ils font du pied-point, ils font du MMA, etc. Tu vois? Et c'est exactement donc, ce que tu dis. Donc, on est d'accord à 100%. Maintenant, les gens, Richard, les gens qui vont dans un bar, etc., est-ce qu'il y a une heure de la nuit où ça sent un peu plus le pâté? Est-ce qu'il y a quel conseil tu donneras des gens qui viennent dans un bar? À quelle heure il vaudrait mieux commencer à partir du bar? Oui, est-ce qu'il y a des heures spécifiques où ça commence à chauffer? Non, bien sûr, bien sûr. Fin de soirée. Fin de Ok, soirée. ok. En fin de soirée, hein, fin de soirée, quand les gens sont un peu plus alcoolisés. Pourquoi? Parce que y a une pub qui dit Red Bull donne des ailes. Hein. Ben, c'est un peu le cas, hein, c'est Eh oui, l'alcool. Hein. eh oui. C'est l'alcool, hein, c'est-à-dire que globalement, tu es basique, il suffit que tu aies passé une mauvaise journée, tu as bu 2, 3 verres, et maintenant, ce coup, tu te sens Goldorak. Oui. Tu ne vas pas supporter qu'on te touche, tu ne vas pas supporter qu'on te parle mal, tu vas un peu mettre tes problèmes sur les gens qui n'ont rien à voir parce que tu vas vouloir te défouler. Et c'est 11h, 11h30. Moi, je voyais très souvent, arriver 11h30, minuit, fin de soirée, hein, c'est là que ça a commencé. Quand la soirée, les gens arrivent à 8h, 9h, ça picole, l'alcool fait effet, donc la fin de soirée est compliquée. Oui. Donc là, logiquement, si tu vas au resto, tu vas au bar boire un coup, et à minuit, tu vas en boîte. Tu vois? Oui. Tu vas en boîte assez tôt Oui. pour éviter cette fin de soirée, Ah, d'accord. tu vois? Oui. Et du coup, tu es à chaque fois au début d'une soirée. Oui. Donc après, la soirée elle peut se terminer. Et regarde en boîte, la plupart des bagarres, c'est en fin de soirée. Oui. Quand tout le monde a 15 grammes, que tu bouscules tout le monde parce que tu es bourré, tu t'excuses pas, ou alors la nana qui te refuse de danser, qui dit t'es qu'une pute, et son mec il est à côté. Oui. Je veux dire, Oui. parce que tu es animé par l'alcool, et moi je vois, et j'ai eu un bar qui pendant, je te dis pas de bêtises, 4 ans, j'avais le droit d'ouvrir 3 ans jusqu'à 3 heures du matin. Oui. Donc j'avais une dérogation spéciale. Donc ce qu'il y a, c'est que je récupérais, arrivé 1h du matin, je récupérais tous les autres des autres bars. Ah ouais. Donc, d'un point de vue business, c'était top. Hein. D'un point de vue business, tu doubles ta caisse, hein, je vais être honnête. Hein. Ouais. Je doublais la caisse parce que tout le monde arrivait à 1h du matin avec déjà un peu alcoolisé et l'envie de faire la fête, l'envie de continuer, tu vois. Ouais. Donc, du coup, picole. M'arrivait 2h du matin, 2h30. Moi, j'étais comme ça, hein, les doigts. Ouais. Et je regardais ce qui se passait parce que tu étais obligé. Ouais. Parce que tout le monde était bourré. Et tu sais que si tout le monde est bourré, les gens sont plus susceptibles. La bousculade que tu fais à 8h, elle va être interprétée différemment à 2h du matin. Oui. Et les gens alcoolisés se prennent pour des stars, tu vois. Oui. Des stars ou alors des dieux de la bagarre, tu vois. Oui. Tu vois. Donc, du coup, je sais que j'étais content d'arrêter quand c'était 3h du matin. Moi, arrivé à 3h, c'était parce que très souvent, tu devais gérer plein de petits problèmes comme ça. Allez, arrête, viens. Ouais. Mais il m'a traité de con, t'as vu, c'est un con. Donc, beaucoup de conflits. Et moi, je n'aimais pas travailler dans le conflit. Ouais. Mais, et en boîte, c'est pareil. Ouais. Là, maintenant, si un jour je pense que tu vas interviewer Totov, qui lui, voilà, et travaille en boîte en tant que videur, c'est en fin de soirée, hein, c'est entre 4h et 5h du matin. Quand ça sort, quand les mecs ils sont bourrés, qu'ils regardent les videurs et d'un seul coup ils sentent pousser les ailes, ils disent tiens, on va faire une bagarre avec les videurs. Alors, dans le temps normal, à jeun, ils n'arrivent pas. Et bourrés, ils sont encore plus bourrés et ils ne vont pas y arriver, tu vois. Mais eux, ils se disent. Donc, moi, je conseille, à l'époque, je conseillais aux gens vraiment, tu vois, après, moi, je gérais mon bar correctement. Mais minuit, c'est, minuit, si tu veux rentrer, être tranquille, c'est minuit, quoi. D'accord. Après, si ton établissement il est bien tenu, tu peux faire jusqu'à 1h du matin. Ouais. Mais les heures critiques, et si tu regardes maintenant, si on revient sur l'actualité en France, c'est qu'ils ont fermé les bars jusqu'à 10h parce qu'ils estimaient, l'État estimait qu'à 10h, tu arrives à 8h, à 10h, tu commences à être un peu plus alcoolisé, donc tu vas avoir tes copains, tu descends ton masque, tu les prends dans les bras, tu vois, tu es un peu plus sociable parce que tu as l'alcool qui vient. Et c'est pour ça qu'ils voulaient arrêter à 10h, parce que dès que tu pousses à 11h, tu es un peu plus sous et du coup, tu es moins. Et c'est un peu la vérité. C'est un peu la vérité. Après, tu peux être bourré à 5h le soir. Je veux dire, il n'y a pas de réalité pour les bagarres. Mais
allez, tu sais que c'est rarement à 9 h le soir que tu as une bagarre. Ouais. Tu vois, Maintenant, soirée, hein. maintenant, Richard, une dernière question. Si tu as dans ton bar, tu vois, j'essaie de poser des questions des gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont pouvoir apprendre et voir un petit peu, se mettre à ta place. Si tu es avec ta copine et que tu vas boire un verre dans ton bar, tu vois, et que tu sais très bien, et que tu as un gars qui vient aguicher un petit peu ta copine, et que toi, tu ne sais pas te battre, qu'est-ce que tu conseillerais à ce mec-là de faire ou de dire? Alors, d'aller voir le patron, c'est la première des choses. Tu vas voir le patron, ou tu interpelles un serveur ou une serveuse et tu dis voilà, monsieur, il m'embête. Ouais. Tu vois, on revient sur ce que je te disais, c'est que ça ne veut pas dire si tu fais ça que tu es un lâche ou que tu ne veux pas sauver ta copine. Hein. Je ne parle pas de ça. Ouais. C'est que tu es dans un établissement qui n'est pas le tien et où tu es censé être tranquille. Ouais. Donc, quelque part, on ne doit pas t'emmerder. Quand tu viens, on ne doit pas t'emmerder. Encore moins manquer de respect à ta copine ou la draguer. Ouais. Donc là, à partir de là, tu viens voir le patron, voilà, et le patron, s'il a un videur, il appelle le videur, le mec qui va tout de suite régler le problème. Si le patron, il ne gère pas, ben là, tu demandes au mec d'aller s'asseoir, mais tu fais toujours en sorte d'être devant ta copine et de la protéger. Ouais. Je veux dire, ça c'est… Voilà. Si tu es d'humeur à ne pas vouloir de problème, si le mec revient à la charge et qu'il ne se passe rien, tu payes et tu t'en vas. Ouais. Vaut mieux, tu ne sais jamais, surtout si tu n'es pas agressif. Tu vois, on revient à ce que je te disais. Ouais. Surtout si tu n'as pas envie de faire de bagarre, si tu es quelqu'un de zen et que tu veux protéger, parce que tu peux être aussi à l'inverse bagarreur, mais ta femme elle est zen et elle ne veut pas que tu te battes. Et donc tu ne vas pas te mettre en porte-à-faux avec ta femme ou ta copine en faisant une bagarre, parce que ça arrive souvent, hein, tu vois, les mecs, hop, et après, une fois ils sont partis, et ils ne s'arrêtent plus, quoi. Ouais. Tu vois, donc du coup, allez, vaut mieux éviter les problèmes, mais voilà, le conseil, c'est que si tu te fais embêter, c'est comme à l'école. Hein. Tu vois, comme à l'école. Hein. À l'école, ton pote à côté, il t'emmerde, on ne va pas lui mettre une gifle, dis madame, il m'embête. Ouais. Ce n'est pas du captage. Mais si tu mets la gifle au moment où la maîtresse se retourne, c'est toi qui es accusé. Tout à fait. Tout à fait. Et là c'est la même chose. À la limite, le mec qui vient emmerder ta copine, tu ne parles pas, rien, tu réagis, tu mets une grosse gifle, le mec il tombe, le patron vient de voir, il dit pourquoi vous l'avez frappé. Et il va dire mais il a embêté ma copine, le mec il se relève, il dit j'ai rien fait, je lui ai demandé de l'heure ou du feu. Tu veux dire, c'est toujours pareil. Hein. On est toujours dans cette situation. Mais moi je pense que, moi les gens ils faisaient comme ça. Quand je voyais qu'il y avait une embrouille un peu de mecs comme ça qui allaient emmerder nana, j'allais voir les filles, je disais les filles ça va. Les filles elles me disaient oui ou non. Si elles me disaient non, j'allais voir le mec, je dis écoute, les filles elles sont là tranquilles, arrête de les embêter. Les 3/4 du temps, le mec il me disait ok, je suis allé essayer un peu de draguer, ça ne marche pas. Tu vois, voilà. Il n'y a pas de. Mais il ne faut pas faire la justice comme ça, surtout pas dans un cadre que tu ne connais pas et dans un environnement que tu ne maîtrises pas. Tout à fait. Tu vois, tout à fait. Tu vois hein, nous, sur les séminaires, hein, quand tu as appris à monter les mains et de se mettre dans une zone de sécurité, hein, dans ta zone de confort, hein, quand tu as les mains un peu montées à discuter, à faire le truc, tu sais que là, tu es tranquille. Tu sais qu'à ce moment-là, les mains sont là. Globalement, le mec, si tu regardes, tu vas voir si ça part à droite, à gauche, devant, en haut, tu es prêt. Là, dans un bar, si le mec, toi, tu es assis, lui, il est en haut, tu vois, toi, tu n'as pas osé te lever, le mec, il est sur la table, tu peux faire des choses, mais voilà, si tu n'es pas entraîné pour et si tu n'es pas confronté à ça régulièrement, bah, c'est là que ça peut être dangereux parce que tu te retrouves enfermé derrière une chaise, derrière un mur, contre un mur. Et là, si le mec il saute sur toi, tu ne peux rien faire. Tu vois. Donc, aller chercher, le conseil, c'est d'aller dire au patron ou au serveur de régler l'affaire. Si l'affaire ne se règle pas, de partir. Si ça insiste, de décider de corriger ou pas. Ce que je te disais avant. Tout à fait. Tu veux, bah viens, on va, mais c'est moi qui impose mes règles. Tout à fait. Tu vois on est d'accord. Et je vais aller plus loin, c'est quand je dis d'imposer mes règles, c'est que moi, même si j'ai un parcours d'arts martiaux au départ, judo, hein, où je suis quand même 4e dan, et donc du coup j'ai dû passer des dan avec vraiment l'esprit et tout, moi en bagarre, j'ai jamais eu cet esprit martial. Tu vois, je veux dire, de dire je ne mets pas un coup de pied dans la gueule parce qu'il est au sol, ça marche que dans les films. Hein. Moi, je te mets au sol, je te mets un coup de tatane dans la gueule et comme ça, je suis tranquille. Hein. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, tu peux pas te dire, comme je disais avant, je peux pas te mettre une giflette pour juste te calmer parce que tu vas pas te calmer. Faut que je te mette une droite pour te calmer. Donc quand le mec qui sort, attends pas qu'il soit dehors, dis pas je vais ôter ma veste. Tu vois ce que je veux dire? Comme là ils disent attends, je me bats, ils ôtent le t-shirt. Et moi si le mec devant moi il ôte le t-shirt,
Il n'a pas le temps d'ôter le t-shirt. Hein. Ouais. Il a déjà pris 2 patates dans la gueule. Hein. Je m'en fous de ton t-shirt ou pas. Hein. Ouais. Et si je te mets dehors, je ne vais pas sortir. Hein. Je vais t'amener dehors. Ouais. C'est-à-dire, je vais t'attraper par derrière, je vais t'amener à la porte et je vais te tabasser. Ouais. Tu vois, je ne vais pas faire de. Tu vois, mais toujours anticipation. Toujours, moi, je pense qu'un des mots-clés, c'est toujours de voir, c'est toi qui gères. Tout à fait. Du moment où tu as compris que c'est toi qui décides de la situation, du moment et de la punition, entre guillemets, ou de la réponse que tu vas donner, c'est toi qui dois décider. Ouais. Tu ne dois pas subir. C'est ce tu dois pas subir. C'est ce que j'explique moi aux gens quand ils te disent moi, ça c'est la défense. J'attends que le gars il tape en premier pour me défendre. Je lui dis ben, si tu attends, c'est trop tard. C'est trop tard. Bah, si tu mets une droite, tu tombes, hein, c'est tout. Hein. Exactement. Ouais. Ouais. Et après, on a déjà discuté. Si le mec d'entrée il veut te taper, il ne va pas venir discuter avec toi, il va te taper. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Si le mec il veut te mettre une droite, il ne va pas te dire bonjour, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu as fait, et il va te mettre une droite. Il va venir, il va te mettre une droite. Donc là, globalement, à moins d'être Superman et d'avoir des yeux dans le dos, ou de le voir arriver, bah, tu vas prendre la patate et tu ne vas rien dire. Ouais. Par contre, du moment où le mec il vient un peu te bousculer, t'attraper, discuter avec toi, c'est qu'il ne veut pas te taper tout de suite, c'est qu'il veut soit montrer qu'il est plus fort que toi, soit qu'il a une plus grosse paire de couilles que toi, soit il veut prendre l'ascendant psychologique sur toi, soit il veut juste démontrer à ses potes que c'est lui le plus fort. Donc après, c'est à toi de jouer avec ça. Soit tu te dis, je te fais croire que tu es plus fort, mais quand je vais t'aligner au moment où j'ai choisi, tu vas pleurer. Soit tu ne le laisses pas et c'est toi qui déclenche en premier. Tout à fait. Et le mec, c'est lui qui est venu chercher. Donc de pause, c'est lui qui a pris la première droite. Tout à fait. Et après c'est toujours pareil. Hein. Après, légalement, c'est toujours ta parole contre la sienne. Hein. Ouais. Toujours. Ouais. Quoi qu'il arrive. Ouais. On est d'accord. Hein. Ouais. Légalement, quoi qu'il arrive, c'est ta parole contre la sienne. Tout à fait. Donc voilà, hein, sur des gestes simples. Hein, très souvent ceux qui te cassent les couilles sont déjà connus des services de police, sont déjà des embrouilles. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que très souvent, ceux qui vont agresser quelqu'un, quand ils vont se faire dégommer, et ben, ils vont porter plainte. Voilà, ils vont porter plainte, mais ce qui se passe, c'est que d'après enquête, on s'aperçoit en statistique, hein, c'est que le gars qui va casser les couilles, qui va prendre une branlée, en fait, c'est pas sa première agression qu'il a faite. Il y en a eu plusieurs à l'époque. Alors que toi, c'est la première fois que tu t'es défendu. Tu vois? Bien sûr. Mais moi, comme j'ai vécu dans le monde de la nuit, donc j'avais des bons rapports avec la police et tout, les mecs me disaient, si tu as un souci comme ça, si tu vois que c'est un souci grave, hein, qu'il y a une bagarre un peu plus, dès qu'il y a eu bagarre, quoi qu'il arrive, monte en premier, c'est le premier qui a porté plainte, qui est logiquement le plus atteint. Ouais, c'est la victime. T'as des mecs la victime. Il y a des mecs qui prennent une dérouillée en boîte, le lendemain ils se réveillent, ils disent putain, j'ai l'œil comme ça, les videurs c'est des salauds, je vais aller porter plainte. 24 heures, 48 heures après, parce qu'ils disent tiens, je vais pouvoir faire du pognon, et c'est pas normal. Mais si tu avais tellement mal, va porter plainte tout de suite, t'attends pas 48 heures. Tout à fait. Mais le problème, c'est quand tu as 3 grammes ou 4 grammes et que tu vas à la police et tu dis j'ai une bagarre, les mecs ils vont te faire souffler. Si tu es venu en voiture, tu n'as rien gagné. Je veux dire, c'est con, mais c'est comme ça. Tout à fait. Tu vas pas porter plainte quand tu as 3 grammes et que tu as pris le permis et tu as pris la voiture pour aller à la gendarmerie. Et le gendarme, il va dire mais monsieur, vous êtes bourré, un, vous ne devez pas prendre la voiture, et deux, si vous êtes bourré, peut-être c'est vous qui avez créé la bagarre, tu vois. Tout à fait. Tu vois, donc les mecs, ils sont comme ça, mais très souvent. Mais après, voilà, c'est toujours, je dis toujours, voilà, tu dois décider de ton destin. Et c'est toi qui fais. Après, le reste, c'est la volonté. Tu peux très bien, comme je te dis, moi, je pense qu'on doit beaucoup travailler sur l'agressivité des gens, la mise en situation. Aujourd'hui, tu dois déjà avoir un peu confiance en soi, pas avoir peur de mettre une gifle, pas avoir peur de répondre verbalement à quelqu'un. L'attitude, hein, en début d'interview, on a parlé d'attitude. Quand tu as une attitude avec les yeux en bas et que tu marches dans la rue avec la tête en bas, tu es une victime. Hein. Et il y a un clignotant qui vient sur toi. Hein. Tout à fait. Tu vois, je veux dire, hein, alors que si tu marches droit, tu regardes les gens dans les yeux, tu parles assez fort, on ne va pas t'emmerder parce que du coup, tac, tu mets un. Hein, ce qu'on a travaillé, enfin, ce que tu nous as enseigné, c'est dès qu'il y a une agression, tu fais quelque chose pour qu'il y ait un stop, pour que tu arrêtes. Tu vois, ou par les gestes, ou par la parole, ou par n'importe. Tu vois, tu te fais attraper, tu parles, tu regardes dans les yeux, tu cries, tu fais quelque chose. Et tu arrêtes l'agression. Et donc, du coup, du moment où il y a arrêt, tu peux peut-être gérer le truc. Mais l'attitude, enfin, moi, sur tous les stages que je fais de C3 et des stages découvertes, hein, parce que je trouve que c'est pour moi la bonne formule, c'est que si tu appliques le C3
tout le temps à temps réel, c'est compliqué. Si tu n'as pas cette philosophie, Tout à fait. tu vas trouver ça brutal et tu vas dire, c'est pas ce que je cherche. Tout à fait. Parce qu'à la base, c'est pas ce que cherchent les gens. C'est le fond de ce qu'ils cherchent. C'est le fond. Ouais. C'est aimer savoir, être agressif et se défendre, mais c'est pas la forme qu'ils aimeraient. Tout à fait. Parce que c'est trop agressif. Tout à fait. D'accord? Ouais, tout à fait. C'est trop agressif parce que tu te dis, putain, je viens faire un stage, je prends une claque dans la gueule, j'ai rien demandé, je suis pas venu payer pour prendre une claque dans la gueule. Mais la réalité, c'est que tu dois d'abord prendre la claque dans la gueule pour comprendre pourquoi j'ai pris la claque dans la gueule. Et effectivement, ça fait mal une claque dans la gueule. Ouais. Et donc, je peux faire la même chose, moi. Tout à fait. Tu vois? Donc, du coup, quand je fais des stages découvertes, j'insiste surtout sur ce fameux bouton on-off, hein, où je suis gentil, agressif, pour essayer d'arriver à mettre dans la tête des gens qu'on peut être agressif. Et une dernière preuve, c'est qu'à tout le monde, tu dis, si tu as des enfants, tu es capable de protéger tes enfants. Donc, cet état de nerfs et d'envie, tu dois pouvoir la programmer quand tu veux, parce que c'est ton instinct animal et c'est ton instinct d'homme qui parle. On est d'accord? C'est l'instinct d'homme. C'est exactement ce que tu dis, Richard, parce qu'on a tous ça. C'est comme moi, je prends l'exemple toujours d'un. Tu sais, tu prends un petit chihuahua, un petit chien tout petit, tu le mets dans un coin, tu le frappes, et à un moment, il va mordre. Le problème qu'il y a avec entre guillemets, passer les fins, entre guillemets, c'est que on te frappe de frappe et on espère que tu vas mordre. Alors qu'il vaut mieux programmer le cerveau en t'entraînant qu'il faut mordre de suite et pas attendre de te faire dérouiller parce que c'est trop tard. Donc, comme tu dis, c'est le on and off de suite. Ouais, bien sûr, c'est ça, on-off direct, tu pars. Et comme tu dis, toujours dans l'entraînement, sur ces fameuses saisies de self-défense, ils te disent, tiens, attrape-moi le poignet, tu attrapes le poignet, le mec, il prend la main, il te tourne. Mais si quelqu'un, il t'attrape vraiment le poignet, qu'il te serre, et que le mec, il fait 40 kilos plus que toi, ta main, tu la sors pas. Arrête d'expliquer ça aux gens, que ta main, tu la sors pas ta main. Même si tu es Goldorak, tu la sors pas ta main. Parce que tu peux pas la sortir, parce qu'il y a la puissance, il y a tout ça. Par contre, l'agressivité, ça peut faire peur, effectivement. Tout à fait. Mais tu sais, si quand une femme te répond, tu vas agresser une nana, et que la nana, au lieu de baisser les yeux, elle te dit, qu'est-ce qu'il y a, espèce de fils de pute, tu veux niquer ta mère. Tout à fait. Tu vas te poser la question de te dire, est-ce qu'elle bluffe? Est-ce qu'elle bluffe pas? La nana me répond, ça va t'arrêter, ça va t'interpeller, et automatiquement, ton taux d'énervement, il va te descendre un petit peu. Tout à fait. Parce que tu vas avoir une réponse pas habituelle. Et tu vas dire, tiens, pourquoi la nana me répond comme ça? Tu vois? Parce que et à la limite, si elle va se dire, viens, on va se la donner tous les deux. Et tu vas dire, mais non, je n'ai pas envie de me la donner, puisque tu ne l'as pas tapé au départ. Tu vas dire, si tu as envie de mettre à droite, tu mettais à droite. Puis l'attitude, c'est hyper important parce que quand moi je fais des stages, je dis à une femme, par exemple, la femme, elle fait 1m50, 52 kg mouillés, tu vois, et le gars, il fait 1m80 de 5 kg. Et il va la violer, elle n'a pas le choix, elle est dans un coin, il ne peut rien faire. Je dis à la femme, moi, je ne dis pas que le gars ne va pas la violer, mais il va quand même réfléchir un peu plus. Si elle est forte au niveau de l'acting, comme on dit acting, et qu'elle regarde le mec droit dans les yeux et qu'elle lui dit, espèce d'enculé, je viens de perdre mon fils d'un cancer, j'ai le sida, je vais crever, elle dit, mon baise, bâtard. Mais bien sûr. Le gars, il va se dire, elle a du caractère et elle n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre, tu as totalement raison. Donc, mais après, ça c'est compliqué d'appliquer ça aux gens. Exactement. Parce qu'il y a le facteur stress, il y a le facteur, tu es poussé, tu es enfermé, tu ne sais pas s'il va te violer ou pas. Tout à fait. Mais le violeur, on est d'accord que si tu essayes de comprendre un peu, et toi tu l'as fait en regardant dans les prisons, et moi parce que j'aime ça, c'est que le violeur, s'il veut baiser, il va payer une pute. Tout à fait. Il ne veut pas baiser. On est d'accord? Il ne veut pas baiser. Il veut cette violence, il veut avoir quelque chose qu'il ne peut pas avoir de force. Tout à fait. Donc, si au moment où tu mets, elle dit, mais si, viens, sors, viens, je te suce ou je te branle, viens, on va dans un coin, viens me la mettre. Le mec, il va dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Ben non, j'ai pas envie. Tu vois, ça peut. Tout à fait. Parce que de toute façon, mais après, c'est compliqué parce qu'on n'est pas des femmes, on n'a pas été violés. Donc, c'est compliqué de dire, mais la femme, elle peut toujours mordre le sgeg. Hein. Ben, exactement. Viens, je te suce et je te l'arrache. Hein. Tout à fait. Quitte à être violé, viens, j'essaye de m'en sortir. Mais si ce n'est pas dans ton éducation, parce qu'on parlait d'attitude et on parlait d'éducation, c'est compliqué. C'est compliqué de dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut mettre des patates, il faut traiter l'autre de fils de pute, il faut l'insulter. Quand tu n'as pas été éduqué comme ça, tu ne le fais pas. Tout à fait. Tu vois Et tu ne veux pas éduquer tes enfants dans cet esprit-là, se dire,
Mais il est là, il est là quelque part. Il n'est pas là le tort. Mais aujourd'hui, avec la société dans laquelle on vit, ça fait partie de notre société. Et ça fait partie d'une certaine éducation qu'on doit avoir. Ouais. Oui, comme je te disais avant off, j'ai jamais eu autant de gamins qui viennent, qui sont harcelés, qui ont un manque de confiance en soi, qui viennent faire du MMA parce que c'est un sport complet et parce que les parents ils disent je veux au moins que ma fille ou mon fils ils sachent mettre gauche-droite et qu'ils aient un peu confiance en eux et qu'ils soient un peu agressifs et qu'ils ne cessent pas faire. Mais parce qu'aujourd'hui, il faut terminer, on est dans une jungle, on est dans une société de paraître, de plein de choses où c'est une jungle et il faut savoir se battre. Hein. Tout à fait. Faut faut prouver que tu es là et tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas être fermé et pas te faire bouffer comme ça. Hein. Mais après, question d'éducation et de caractère. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'éducation, c'est ce qui coûte beaucoup aux gens. Tu sais, tu l'as vu quand moi je viens en France, j'explique. Le gars, tu lui parles, tu lui mets une gifle, tu lui craches à la gueule une fois, et tu frappes. Ben, quand tu vas y cracher, il va fermer les yeux et il apprend. Maintenant, cracher dans la gueule, c'est pas ce qu'on nous apprend. C'est pas ce qu'on t'apprend, bien sûr. C'est pas dans la logique. Et tu vas dire pourquoi je vais te cracher dessus. Pourquoi? Ne serait-ce qu'on l'avait déjà fait, hein, tu avais vu, d'insulter quelqu'un. Quand tu dis à une nana, vas-y, insulte-moi. Salaud, t'es con, je sais pas. Tout à fait. Alors que là-bas, c'est ça. Si tu arrives à traiter quelqu'un de fils de pute, de gros sac, de n'importe, de ce que tu veux, naturellement, la personne elle va déjà être touchée psychologiquement. Tout à fait. Et là, tu le vois encore plus. Si tu vois qu'elle commence à fondre en larmes ou que le mec il commence à baisser les yeux, voilà. Eh ben là, tu as gagné, tu as pris un ascendant psychologique, tu fais ce que tu veux avec. Hein. Tout à fait. Tu fais ce que tu veux avec. Mais voilà, mais après c'est compliqué. Moi, j'avoue que c'est compliqué. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est. Allez, je vais parler de ce que je connais moi. C'est que moi, quand j'ai décidé de réussir en judo, j'étais junior, je me suis entraîné 2 fois plus et j'allais m'entraîner avec les grands, je prenais des rouillés avec les grands. En me disant, aujourd'hui, je prends des dérouillés avec les grands pour pouvoir les battre plus tard et être plus fort. On est d'accord, hein? Aujourd'hui, les gamins que j'entraîne, ils ne viennent pas s'entraîner avec les adultes parce que c'est trop fort. Donc, on reste avec les petits, à tabasser les petits, à se croire fort, à rester avec les gens de notre âge. Et je ne fais plus l'effort, le petit plus pour être meilleur. Je suis bon, donc je ne m'entraîne pas plus pour être meilleur. Parce que je suis bon et je n'ai pas besoin. Tu vois? Et ce goût de l'effort, et ces valeurs-là, un peu de travailler pour, de transpirer, savoir ce que c'est que la valeur de l'argent, la valeur du travail, la valeur de la famille, ça c'est un peu perdu, hein, on est d'accord, hein, c'est pas un sujet qui est tabou, ça s'est perdu. Et moi, j'ai encore cette chance d'avoir connu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, moi j'allais m'entraîner 2 fois plus et je prenais des branlées par les grands. Aujourd'hui, je le vois dans mon club où j'ai quelques gamins qui viennent, dès que les grands, ils apprennent un peu plus, ces parents qui sont là, ils me disent, écoute, Richard, tu as vu le grand là, il a mis une droite au gamin, ça se fait pas. Lui, ça se fait pas, mais d'un autre côté, s'il veut devenir combattant, tout à fait. À un moment donné, tout à fait. Faut quand même qu'il apprenne à prendre une droite d'un mec un peu plus fort. Tout à fait. Sinon qu'il aille faire de la danse. Hein. Je veux dire quoi. Et Richard, toi et moi, on est soi-même, on se connaît en plus, on est soi-même longueur d'onde. Et c'est ce que je dis moi à mes boxeurs, je dis, si tu veux être un combattant, quand tu fais des sparring au club, fais toujours des sparring avec des mecs qui sont meilleurs que toi. C'est comme ça que tu progresses. Exactement. Si tu travailles avec des mecs avec ton niveau ou moins bon que toi, ça ne passe pas. Et tu le vois souvent en self-défense, comme c'est souvent familles qui sont entre eux, ils s'entraînent toujours les mêmes ensemble, ils ne veulent pas trop se séparer. Et je dis, non, change, tourne. Peu importe, mais il faut que tu tournes. Mais après, quand tu veux faire du combat, il faut toujours faire des sparring avec des mecs qui sont meilleurs que toi. Parce que c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça, il n'y a que comme ça. Enfin, moi aujourd'hui, j'ai gagné plein de titres dans plein de sports. C'est parce que je me suis entraîné fort, dur, et j'ai essayé de m'entraîner en me disant, l'autre il s'entraîne fort, il faut que je m'entraîne encore plus fort. Tout à fait. C'est con comme devise, hein, parce que c'est une devise bateau, mais c'est pas vrai. C'est la vérité. C'est qu'aujourd'hui, moi, je te dis, j'ai la chance dans tous les sports que j'ai fait d'être minimum champion de France. En judo, j'étais vice-champion de France. Je suis de la génération à David Douillet, donc du coup, c'est compliqué d'être devant un mec comme ça et je n'avais pas son niveau. Mais dans tout le reste, je suis allé dans des sports que je ne connaissais pas, et ben, je me suis entraîné pour. Je me suis entraîné dur pour réussir. J'allais dans d'autres clubs, j'allais me faire tabasser par des grands, j'allais me faire tabasser par des mecs qui étaient plus forts que moi. Et l'entraînement, c'est l'entraînement, la compète, c'est la compète. Tout à fait.
C'est pour ça que moi, ce que j'aime bien, que ce soit du MMA, de l'anglaise ou de la thaï, contrairement à beaucoup d'autres sports, surtout la défense, c'est que tu ne peux pas dire je suis ceinture noire de boxe anglaise, ceinture noire de MMA ou ceinture noire de boxe thaï. C'est des sports de combat. Je ne parle pas du jiu-jitsu, etc. Je parle d'un sport de combat. De combat. Parce qu'il n'y a pas de ceinture. Alors que tu as des gars qui vont dire moi, je me défends à niveau ceinture jaune, mais je ne peux pas travailler ceinture bleue parce qu'ils sont plus élevés que moi. Non, un club MMA, tout le monde a le même niveau. Tu vois, il n'y a pas de ceinture. Et les gars qui disent moi, je suis ceinture noire c'est comme si je suis ceinture noire de yoga. Tu vois, c'est pareil, quoi. Et c'est pour ça que dans le MMA, les gens, ils tournent entre eux. Et c'est ça qu'il faut. En Muay Thai, ils tournent entre eux. En anglaise, ils tournent entre eux. Et elle est là, la différence, tu vois. Surtout quand tu fais du sparring. Aujourd'hui, moi, je suis un club qui est dans une région. Hein, donc, tu connais mon club, Rosenau. Oui. On est 140. On n'a pas de… J'ai un ou deux gars qui tournent bien. J'ai quelques-uns qui tournaient bien. Mais on est loin du grand niveau. On sait où on est. On sait où on est. Mais aujourd'hui, les clubs qui tournent, c'est les clubs de Paris. C'est MMA Factory. C'est la Snake Team, hein, Cyril Diabaté, c'est Pythagore. C'est des endroits où ils ont 40 personnes qui veulent, qui n'ont qu'une envie, c'est d'être forts et gagner de l'argent avec l'UFC, gagner de l'argent avec le MMA. Donc les mecs, ils vont au charbon. Moi, aujourd'hui, mes élèves, j'en ai quelques-uns qui sont bien, mais on ne fait que tourner entre nous. On ne peut pas évoluer. Tu tapes pas plus fort. Et aujourd'hui, la différence entre les clubs de Paris et les clubs de province, entre guillemets, c'est la richesse des sparring. C'est qu'aujourd'hui, sur un club Free Fight Academy, MMA Factory, les mecs à l'entraînement pro, ils sont 30, ils sont 15 dans la même catégorie à se tirer la niaque pour en sortir un ou deux qui peut aller plus loin. Et les mecs, ils se tirent la bourre. Ils se donnent à fond. Aujourd'hui, moi, voilà, j'ai un club, j'ai 10 combattants. Les 10, ils tournent ensemble. Il y a des différences de points. À force, tu te connais. Ça va aller jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on va gagner les championnats régionaux, le championnat international, on va faire des combats un peu en Suisse, en Allemagne, où le niveau est moyen. Mais dès que tu tapes un peu du haut niveau, bah, tu vois que tu es à la rue. Hein. Tu n'es pas mauvais, mais tu n'es pas encore au niveau. Hein. Et il n'y a qu'en allant chez les plus forts, chez les meilleurs, que tu peux progresser. Hein. Et dans tous les domaines. Hein. Bien sûr. Et les sparring, ça qui est hyper important, et c'est ça que j'espère que les gens vont bien comprendre, c'est que moi, tu me donnes un gars qui fait un an d'entraînement avec peut-être 10 sparring et un gars qui fait un mois d'entraînement avec un mois de sparring. Je pense qu'elle fait sparring parce que c'est comme ça que tu fais le gâteau. Je prenais l'exemple du boxeur que tu connais, Kimbo Slice. Kimbo Slice, c'est un mec qui ne s'entraînait pas, mais il frappait tous les jours. Il fait des bagarres tous les jours. Et il est allé à un très haut niveau. Et que si tu vas prendre à nager, il faut te mouiller. Tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Et que les meilleurs, pourquoi est-ce que Gracie était tellement fort? Parce que Gracie, il fait des sparring au sol tous les jours. Tous les jours avec ses frères, avec son frère qui était considéré, avec Rickson, qui était considéré comme le meilleur combattant à l'époque. Hein. On met ça il y a 30 ans, hein, en 1993, hein, qui était considéré à l'époque quand Royce a fait ça, c'est parce que Rickson ne voulait pas. Hein. Alors pour les gens qui suivaient un peu les MMA, c'est que l'UFC a démarré en 93. Et donc, c'était à la base, l'UFC, c'était juste le cousin à Royce Gracie qui a dit tiens, on fait un show télé. Et il ne pensait pas que ça allait prendre cette ampleur. Et Rickson a dit je ne vais pas dans ce genre de truc. Donc, on met mon frère qui faisait 80 kilos et qui a démontré avec 3 UFC que le jiu-jitsu brésilien était à ce moment-là la meilleure arme du monde parce que sur les 2 premiers UFC, il ne prend pas une droite, le gars. Il ne prend pas une droite. Il emmène tout le monde au sol et il arrive à amener tout le monde au sol. Mais à cette époque, il tournait avec Rickson qui avait 400 combats, tout sport confondu, aucune défaite. Mais les mecs, on était un esprit féodal. Et un peu, si tu veux, moi qui suis de la vieille génération, je trouve très bien que le MMA maintenant il est comme ça. Mais pour ceux, moi j'ai fait des combats dans des caves, sans règles, enfin des conneries comme ça. Hein, moi j'ai eu la chance de tourner 2 fois en combat pro en faisant du all inclusive, hein, donc c'est avec les règles Pride, hein, avec tout ça va dans la gueule et tout le tralala. Ah, c'est déjà différent. Hein. Aujourd'hui, maintenant on protège le truc, ce qui est très bien. Hein. Mais à l'époque, les mecs ils se tartinaient tous les jours. C'était Vale-Tudo sans les gants. Hein. Wanderlei Silva, il a fait du Vale-Tudo avant de faire du MMA, qui est exactement la même chose, mais c'était sans gants. Hein, c'était sans gants, bar knuckles. Hein. Maintenant, ça vient un peu. Hein, le bar knuckles aux États-Unis, hein, ça commence à prendre un peu d'ampleur parce qu'on revient un peu aux sources
Ouais. et un peu à la brutalité. Ouais. Mais c'est que les mecs qui tournaient, qui faisaient que tourner, que tourner, que tourner. Et aujourd'hui, moi, je préconise à tous mes entraînements, le meilleur entraînement du monde, c'est ce que tu as dit, c'est le sparring. Tout à fait. Tu peux faire ce que tu veux, parce que si tu fais que de la boxe, c'est pas compliqué. Hein. Tu as les directs, tu as les uppercuts, tu as les crochets. Ouais. Allez, tu rajoutes un low kick, un middle, un défonçant et un coup de coude, et le tour, il est vite fait. Hein. Les combinaisons possibles, il n'y en a pas 75 000 non plus. Hein. Ouais, tout à fait. Par contre, les mettre en pratique, travailler la vitesse, travailler la puissance, tout ça, bah, tu fais que comme ça. Ouais. Si à force de tourner, moi je sais qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que je fais ça, tu me mets dans la cage, moi c'est ma deuxième maison la cage. Oui. Donc je m'en fous. Tu mets un mec qui démarre, tu mets dans la cage, il se fait déjà pipi dessus parce qu'il est enfermé. Tout à fait. Parce que c'est qu'une habitude. Ouais. Tu habitues ton corps. Tu habitues ton corps à prendre des coups, tu habitues ton corps à lui faire mal, à faire 1000 abdos par jour, tu habitues ton corps à rien faire du tout. Ouais. On est d'accord que tout est une histoire d'entraînement et d'habitude. Tout à fait. Tous les jours, si tu t'habitues à dormir que 2 heures par jour, tu vas arriver à dormir que 2 heures par jour. Ouais. Et finalement, ça va être dur au début. Et au bout d'un moment, ton corps, il va s'adapter, il va s'habituer. Tout à Tu fait. commences à faire, tu es dans la nutrition, tu commences à faire un régime. Très souvent, les gens, ils font un régime un mois, ils voient qu'ils perdent du poids. Ils ne changent pas, ils ne varient pas l'alimentation, ils font la même chose. Ils disent, je ne perds rien. Mais c'est normal, ton corps, il s'est habitué à cette alimentation. Ouais. Donc, il ne travaille plus pareil. Tout à fait. Donc, il faut rechoquer, rechanger, refaire une cure, arrêter la cure, la reprendre pour progresser et continuer. Et ben, dans tous les domaines, c'est comme ça. Hein. Ouais. On parlait de domaines. Quand tu es cuisinier, si tu veux être connu, ben, tu vas dans des grandes maisons, hein, tu vas dans des grands restaurants, hein, des étoilés. Hein. Ouais. Sinon, tu ne feras jamais. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. Ouais. Mais si tu veux aller à l'excellence, tu es obligé d'aller dans les étoilés. Sinon, tu ne le feras jamais. Tout à fait. Mais voilà, quoi. Mais bon, donc du coup, c'est. Ça tourne toujours autour de la même chose, mais voilà. Si tu veux que je termine, moi, je conseille à tout le monde de faire. Je ne dis pas, hein, moi, je suis quelqu'un qui fait du MMA. À la base, j'ai commencé avec le judo. Je suis parti sur des sports. Du judo, j'ai fait du sambo, du jiu-jitsu brésilien et du combat complet et du MMA, du combat sambo. J'ai bifurqué pour arriver au MMA, qui est un sport qui me plaît parce qu'il est complet. Oui. Parce que tu as toutes les distances. Hein. Tu as de la boxe, tu veux faire du judo, tu veux faire du sol. Oui. Après, tu aimes ce que tu aimes, mais tu vois un peu tout. Donc, c'est un sport bâtard. Hein. Je suis le premier à dire. Hein. Ouais. Ce n'est pas un sport qui a été. Tu prends le meilleur de chaque discipline, tu l'adaptes à ton gabarit, à ce que tu as envie de faire, et tu le fais. Donc, ça permet de ne pas avoir des règles sans avoir de règles. C'est-à-dire, si tu aimes bien amener au sol, bah, tu emmènes tout le temps au sol. Si tu aimes bien frapper, tu aimes bien frapper. Ouais. Et moi, je conseille aux gens voilà, d'aller dans quelque chose qui leur plaît, mais essentiellement, s'ils veulent se protéger, apprenez gauche-droite. Gauche-droite, gauche-droite. Allez dans un club avec des gens qui sont capables d'enseigner, des gens corrects, qui sont capables d'enseigner, qu'on fait un minimum de formation, mine de rien, qui ne sont pas dit, tiens, je surfe sur la vague de l'antiterrorisme et du self-défense et du Krav Maga et que Dieu, la défense, elle est là. Des gens qui ont un peu de passé sportif, parce que ils vont quand même pouvoir t'enseigner et t'inculquer ce qu'ils ont vécu. Ouais. Hein, et de faire du sparring, et de trouver sa voie, et de s'entraîner correctement avec le niveau qu'on veut, et d'aller au fond des choses, quoi. C'est de s'entraîner. Si on veut apprendre à se défendre, il faut apprendre à boxer, il faut apprendre à être agressif. Sinon, il ne faut pas faire du self-défense. Voilà. Pour apprendre à se défendre, Richard, pour apprendre à se défendre, il faut apprendre à se battre. Il faut apprendre à se battre, tout à fait. Et si tu ne sais pas te battre, c'est que tu n'es pas fait pour self-défense. Amen. Mais ce n'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Moi, je suis zéro en mécanique. Je ne vais pas faire des cours de mécanique. Un, j'aime pas ça. Et deux, je suis zéro. Ouais. Donc, j'y vais pas. Ouais. Mais va pas apprendre à te défendre si tu ne veux pas apprendre à frapper et si tu veux surtout pas prendre un coup. Tout à fait. C'est impossible, ça. Tout à fait. Ouais. Et je reste là-dessus. Et tu as des gens, des fois, voilà. Des fois, même si tu te dis, tiens, ça serait bien que j'apprenne à me défendre, tu vas dans un cours et tu fais 3 pompes, tu as pris 2 claques et tu te dis, putain, c'est pas ça que j'aimais, il faut arrêter. Faut pas. Et tant pis. Ouais. C'est comme ça. On vit tous. Le monde, il tourne depuis le temps avec des gens qui savent battre et pas se battre. Hein. Tout à fait. Mais pas. Moi, je trouve que, voilà, les gens qui viennent me voir, je les mitonne pas. Ouais. Je les mitonne pas. Je trouve que c'est important. Je leur dis pas, dans 6 mois, dans 1 an, tu casses la tête à tout le monde. Tu vois. J'essaie de leur inculquer ce que j'ai appris et surtout du psychologique. Ouais. Essaye d'être fort déjà, essaye d'être fort toi, essaye d'être agressif, ça ira mieux. Ouais. Essaye d'être fier. Si tu as ton attitude, elle est bonne, si tu montes les yeux, tu marches la tête haute, on va déjà moins t'emmerder. Ouais. Tu vas t'affirmer et ça marche. Hein.
Je pourrais t'envoyer plein de témoignages. Ouais. C'est pas ma méthode, c'est une méthode comme une autre. Hein. Ouais, tout à fait. C'est une philosophie de vie. Oui. Hein. Voilà, cherchez le mot. C'est une philosophie de vie. Hein. Et la défense, c'est une philosophie de vie, on est d'accord. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je me fais pas emmerder dans ma vie de tous les jours. Ouais. Je me fais pas emmerder dans mon travail. Je me fais pas emmerder nulle part. Ouais. Et tout ce que je reconstruis dans mon club ou n'importe, c'est dans ma vie de tous les jours. En privé, en sentimental, en professionnel. Ouais. Tu vois. Donc, c'est une philosophie de vie. Si tu as l'habitude de faire mal, comme je dis, moi, je dis souvent, quand je fais du sparring avec mes filles, des full box, arrêtez de subir. Tu sais, quand tu tiens les pas hauts, Ouais. hein, tu vois, tu tiens les pas hauts, donc les filles, enfin, comme dans tous les cours de boxe, un tient les pas hauts, l'autre frappe. Et bien, très souvent, si tu dis pas, va vers, amène ton pas haut pour qu'il y ait un impact, ben, c'est comme dans la vie. Hein. Tout à fait. Si tu te fais taper et ton épaule elle part derrière, ça veut dire que tu subis dans la vie. Tu ne subis pas. Gère, contrôle ta vie. Ouais. Toi, fais le premier pas. Si c'est toi qu'on voit, c'est toi qui mets le rythme de la frappe. Ouais. C'est toi qui mets l'intensité parce que plus tu vas frapper fort, plus tu vas devoir envoyer fort en face. Donc, c'est toi qui gères toujours. Tout à fait. Et quand tu frappes, c'est la même chose. Ouais. Si tu as l'inverse que tu frappes et que lui tient les pas hauts, si tu mets des bonnes droites, il va venir fort vers toi et ça va être propre et les deux vont progresser. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. En tout cas, Richard, tu vois, ça fait pratiquement. On a parlé beaucoup. Ça hein, fait pratiquement 2 heures. Hein. C'est nickel parce qu'en temps de confinement, j'espère que les gens vont regarder la vidéo en entier. Moi, je ferai une petite vidéo de peut-être de 1 minute avant que je mettrai en disant la vidéo que vous allez voir va durer peut-être 2 heures, mais je vous invite surtout à la regarder du début à la fin parce que les informations que tu as dit, elles sont précieuses, elles valent le coup. Elles viennent d'un mec qui a de l'expérience. Moi, je conseille tout le monde qui veut pratiquer du MMA et qui est surtout dans l'Est de la France, ou même si vous êtes en vacances dans l'Est de la France, d'aller te voir. C'est la Very Fighting Academy. Est-ce que tu peux dire l'adresse, Richard? Oui, alors c'est Very Fighting Academy, c'est à Rosenau. C'est dans le Haut-Rhin, c'est près de Mulhouse, hein, 68 128 Rosenau. Si vous tapez sur Facebook, il y a une page Facebook. On est quand même un petit peu un club quand même connu. Et vous verrez qu'il y a des vidéos, des sympas. On a une salle qui est sympa, hein, vraiment underground, très américaine. Genre, tu connais. Et 400 mètres carrés quand même. Merci. 400 mètres carrés de salle. 400 mètres carrés avec une cage, un tatami, des sacs de frappe. Ouais, on s'améliore. On essaye d'avancer tous ensemble et d'avoir un bel esprit. J'ai toujours mis en avant l'esprit de famille. Mon club est un club familial. Oui. On est tous là les uns pour les autres. Voilà, c'est très souvent, si les gens ils vont voir la page, ils verront que très souvent, une devise qui est la VFA plus qu'un club, une famille, qui est la réalité. J'invite tout le monde à aller dans un club de MMA partout en France et d'avoir un regard différent. Ce n'est pas un sport de brut. Il y a une amitié, il y a un respect total entre les personnes. Très souvent, les gens sont surpris quand ils viennent chez moi de justement cette ambiance famille et que finalement, c'est un sport de combat où on met les gants, on se tape dessus, mais très familial. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté. C'est un sport. C'est un sport et il permet à tous, débutants, confirmés, compétiteurs, loisirs, de progresser et d'avancer dans la vie. Et voilà, et merci Jean de m'avoir permis de m'exprimer. Je veux pas, je vais juste rajouter que je veux pas, je fais pas la leçon. Je parle de choses que je connais. Je fais pas la leçon. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il y a plein de gens qui ont le droit de dire hein, mais le gros il dit n'importe quoi, c'est pas la réalité. C'est pas grave. Il y a quelque chose que je peux parler, tout comme toi, c'est de ce que j'ai vécu et c'est de mon expérience. J'avais 36 ans là-bas, 31, des bagarres j'en ai fait. J'étais un sportif de haut niveau, j'ai gagné plein de titres, donc la compétition, je sais. Si j'ai gagné tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que j'avais un mental et que la vie m'a fait faire ça. Et que moi, j'ai juste parlé de mon expérience et c'est des conseils que je peux donner. Si vous les appliquez, vous les appliquez. Si vous les appliquez pas, c'est pas grave. Hein. Chacun voit au mieux pour soi. Tout à fait. Au moins, les gens ils ont entendu une différence son de cloche. Voilà. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Ils veulent les prendre, c'est mieux. Ils ne veulent pas les prendre, tant pis. Moi, je te dis, je prendrai les informations pour la simple bonne raison, c'est que quelqu'un qui est du métier, ça a plus de valeur que quelqu'un qui ne l'est pas. Si moi, je te parle de pourquoi je t'ai interviewé en tant que bar, je n'ai jamais tenu un bar. Qui je suis pour dire, voilà, si vous êtes dans un bar, vous allez faire ci, ça. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Tu vois? Donc, j'ai voulu t'interviewer toi en tant que patron de bar, en tant que patron de salle, en tant que MMA, en tant que sambo, parce que je t'interviewe sur des choses que tu connais.
Je ne t'ai pas posé des questions Ouais. sur la cuisine, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, quelqu'un qui te parle de sport de combat, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Tu vois? Ouais. Et qui est-ce qu'il a formé? Moi, je ne suis pas un grand combattant, hein, mais j'ai coaché pas mal de champions. Ça prouve que mes techniques marchent, tu vois. Mais je parle de ce que je connais. Je parle de ce que je connais. Donc, je ne dis pas je détiens la vérité, mais moi, dans ma vérité, moi, ce que je dis, les gens veulent l'écouter très bien, mais pas écouter, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas là pour convaincre des gens, je suis là pour donner mon expérience. Ils en font ce qu'ils en veulent. Tout à fait 100% avec toi. Jean. Mais ce que 100% je avec leur toi. répéterai, c'est que s'ils n'écoutent pas trop des conférences comme on fait en ce moment en discussion entre toi et moi, c'est que le jour où ils se emmerdés dans la rue et qu'ils n'ont pas une droite dans la gueule et qu'ils vont tomber, qu'ils ne diront pas ah putain, ils avaient raison, c'était un peu tard. Ça fait un peu tard, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Voilà. Et voilà, après, moi je dis, c'est comme dans tous les séminaires de C3 que je fais, on fait 2 heures j'interviens 2 heures, Ouais. je fais un peu de technique, je fais un peu de psychologique, je parle, tu avais vu ce que je faisais. Oui, Moi, je veux juste, quand ils rentrent à la maison, que les gens, ça les interpelle. tout à fait. En américain, open your mind, ouvre ton esprit. Tout à fait. Juste, ça t'interpelle. Ce que je t'ai dit, le fait que de crier, ça peut peut-être te sauver. Le fait que d'être agressif, ça peut peut-être te sauver. Le fait que simplement, quand tu rentres dans une boutique, tu dis bonjour et tu dis au revoir pour qu'on te repère et que tu ne sois pas une victime potentielle. Ouais. Si tu as gardé ça de mon séminaire, mes 2 heures, je suis content. Très bien. Juste, ça t'a ouvert l'esprit et que tu te poses la question en rentrant ou le lendemain, de te dire, ah bah tiens, Richie, il a dit ça. Ah ouais, c'est pas con, ouais, ça peut, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Et c'est ça le plus important, c'est que voilà, c'est que ça ouvre l'esprit. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Il n'y a pas de vraies choses. Il y a des choses qu'on peut prendre pour soi et qu'on doit mettre pour soi. On adapte à sa personne, à son caractère, à sa personnalité. Il y a des choses qu'on m'a enseignées que je n'utilise jamais parce que ça ne me correspond pas et parce que je n'ai pas envie de les enseigner, parce que je ne trouve pas ça intéressant ou illogique, mais je les ai quand même perçus, reçus. Et voilà, j'en garde ce que j'en veux de ça. Tout à fait. Voilà. En tout cas, Richard, merci Jean. Toujours un plaisir de te voir. Là, je vais partir dans mon club. Je te rappellerai demain, on discutera. En tout cas, j'invite tout le monde encore une fois à la Very Fighting Academy. C'est un club qui tient la route, qui est solide. Toi, en tant que propriétaire du gym et patron du gym, vous le voyez, il est direct, il est honnête. Voilà, il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas ce qu'on appelle chez nous kiss ass, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas léché le cul, je n'ai pas léché le cul. Vous avez été témoin d'une discussion entre deux copains, en fait. C'est ça qui est important. C'est vrai, c'est ça qui est important. En tout cas, Richard, je te remercie. Tu fais une grosse bise à Totov et à Johnny et à tout le monde. Je ne manquerai pas. Richard, je t'embrasse. Ciao. Ciao. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Ok, bye bye. Ciao, ciao.